Donc le premier point sur lequel nous souhaitons commencer n'est pas lié à un point précis, mais plutôt à une image que vous dégagez. Donc sur les sites spécialisés comme le nôtre et d'autres, vous êtes souvent qualifié de négrophobe. Donc je ne sais pas si vous êtes conscient de cette image et comment vous l'expliquez. Ouais, j'en suis conscient. Écoutez, moi je ne navigue pas sur Internet, je n'ai jamais voulu le faire, et je pense que j'ai eu raison. Je savais que c'était un lieu de violence, que c'était le rendez-vous de la haine. Je ne savais pas, quand je l'ai décrit ainsi, que cette haine, j'en serais l'une des cibles privilégiées. Ce terme de négrophobe, excusez-moi de le dire, est grotesque et il est même infâme. Il montre qu'on ne sait rien de moi et qu'on ne me lit pas. J'ai par exemple fait un livre qui s'appelle Nous autres modernes, qui est paru en 2005, qui est tiré de mes cours à l'école polytechnique, c'est-à-dire, ce sont des polycopiés que j'ai réécrits, ça fait 15 ans que j'enseigne à l'école polytechnique. Dans ce livre, il y a un cours qui s'appelle Penser le XXe siècle. Dans un des chapitres est intitulé La déseuropéanisation du monde. C'est l'une des nouveautés du XXe siècle liées aux luttes contre le colonialisme, au démantèlement des empires, ou en tout cas des empires occidentaux ou européens. Le fil rouge de ce chapitre, c'est les cahiers du retour au pays natal d'Aimé Césaire, cité à plusieurs reprises et cité de manière évidemment très positive. Et c'est une façon pour moi d'exprimer gratitude et admiration à l'endroit d'un grand poète. Même si dans la société d'aujourd'hui, d'un grand poète et d'un penseur important, même si certains, disons que je ne reprendrai pas à mon compte tout ce qu'il dit dans le discours sur le colonialisme. Bref, cela devrait faire absolument tomber l'accusation de négrophobie. Celle-ci est liée à deux faits. Le premier, je ne sais pas si c'est dans l'ordre chronologique que je parle, c'est certaines réflexions que j'ai pu avoir après le voyage de Dieudonné aux Antilles. Il se trouve que Dieudonné est allé aux Antilles, qu'il s'est fait casser la gueule à l'aéroport par des petits cons, et j'ai dit que c'était des petits cons. Je l'ai dit sur une radio juive. Mais il se trouve aussi qu'il a donné à guichet fermé son spectacle, 2 soirs de suite, son spectacle obsessionnellement anti-juif et focalisé sur des personnalités parisiennes dont je ne suis pas sûr qu'elles soient très connues à la Martinique. Pourtant, il a reçu un accueil triomphal. Je me suis étonné et je me suis inquiété de cet accueil triomphal. Je me dis, mais comment est-il possible que l'antisémitisme se répande en Martinique? Et j'ai dit, en effet, à un moment donné, Vous avez parlé de la créolisation qui, d'après vous, le concept de créolité... Ah oui, il faut bien que je m'interroge, si vous voulez. En plus, les faits m'ont donné raison. Car, moi, ce que j'attendais, c'était que les intellectuels de Martinique disent on n'a rien à voir avec Dieudonné, vous exagérez, et à ce moment-là, j'aurais été heureux. Moi, je n'ai envie que d'entendre des bonnes nouvelles. Au lieu de cela, le premier à avoir parlé de négrophobie, et même de mélanophobie, semble-t-il ce mot existe, c'est Raphaël Confiant. Mais Raphaël Confiant parlait aussi, dans le même texte, de l'humoriste Dieudonné, et aujourd'hui, il va jusqu'à soutenir Dieudonné quand celui-ci, disons, fait allégeance à Le Pen, ou du moins lui trouve des mérites. Et le même Raphaël Confiant publie un article, Les Noirs du malaise à la colère. Le malaise, c'est le malaise devant les Juifs, dont on n'a pas le droit de parler, et qu'il appelle donc les innommables, ce qui est d'une délicatesse admirable. Et la colère, c'est la colère devant quoi? On pourrait dire la colère devant le racisme, la colère... Non,
la colère devant les exactions d'Israël, devant la criminalité d'Israël. Israël, État criminel par excellence. Qu'est-ce qu'Israël a fait aux Antillais? Qu'est-ce qu'Israël a fait au regard de la criminalité mondiale, au regard de ce que les Chinois ont fait aux Tibétains, au regard de ce qui se passe pour les Noirs du Darfour, mais au regard de ce que Mugabe a fait à son propre peuple? On a des listes effrayantes de crimes qui disparaissent complètement. Alors moi, je suis en droit de dire que là, c'est une grande infidélité à Aimé Césaire. Aimé Césaire a défié l'Occident en disant « Vous n'avez pas le monopole de la force, de la beauté et de l'intelligence ». Et que font certains militants et certains écrivains aujourd'hui? Ils continuent à défier l'Occident, mais en même temps, dont ils disent qu'il a commis des crimes, ce qui est vrai, et en même temps, ils font les poubelles de l'Occident, et ils reprennent à leur compte l'idéologie la plus criminelle qui soit, celle qui impute tous les malheurs du monde aux manœuvres secrètes des Juifs. Alors franchement, si la critique de l'Occident doit déboucher sur, si vous voulez, cette reprise et sur une espèce de renouveau des protocoles des sages de Sion dans certaines parties du monde noir, c'est détestable, et j'ai le droit de le dire. Ce n'est pas de la négrophobie, pas du tout. Ça n'a rien à voir, d'autant plus que je désigne toujours les gens à qui j'en ai. Je ne fais aucune généralisation d'aucune sorte. Oui, mais vous pouvez comprendre, par exemple, quand vous parlez de l'assistanat dans lequel vivent les Antillais, qu'on pourrait opposer aux Corses qui, de la même façon, certains d'entre eux réclament leur indépendance pendant que d'autres réclament la continuité territoriale. On pourrait comprendre si vous vous émeuviez, si vous voulez, de toutes les situations similaires, de la même façon que vous reprochez à certains de s'émouvoir des exactions israéliennes et pas chinoises, zimbabwéennes. Mais attention, d'abord, deux choses là-dessus. La question de l'assistance est pour moi une question globale, générale. Je pense que je l'ai décrit dans l'imparfait du présent et dans d'autres textes. On voit aujourd'hui une métamorphose du citoyen en ayant droit et en assister un peu partout. Donc quand je dis quand je parle de l'assistanat de manière critique, c'est en m'appuyant sur une inquiétude et sur une description tout à fait globale. J'ai dit que je trouvais tout à fait légitime que la métropole réserve un traitement particulier aux Antilles. Je suis au fait de la critique de l'assistanat qui existe aux Antilles même. Mais ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas à la fois dire, comme Raphaël Confiant, je suis la victime absolue, donc je ne suis encore un esclave, et profiter en douce de ce traitement particulier. Il y a là, si vous voulez, un risque de mauvaise foi. Mais qui le dit? Alain Finkielkraut. Et excusez-moi, je suis obligé de parler de moi à la troisième personne, parce que je dois me défendre face à des accusations qui font de moi quelqu'un que je ne suis pas. Le premier livre que j'ai écrit seul, c'était en 1980. 81, peu importe. Le Juif imaginaire. Et je disais, voilà, moi, je suis un Juif né en 1949, après la tragédie. Toute ma famille a été décimée. J'ai des parents, certes, sinon je ne serais pas né. Mais tout le reste a été décimé, tout le reste. Je suis allé à Varsovie il y a quelques années, et puis on m'a montré le bottin de 1939. Il y avait des dizaines de Finkielkraut. Il y a peut-être 2 ou 3 Finkielkraut sur toute la Terre aujourd'hui. Et du côté de ma mère, c'est pareil. Et donc, moi, j'héritais de cette tragédie, mais en même temps, je vivais dans un cocon. Et donc, j'étais dans cette situation étrange d'être juif en m'identifiant en victime, et en même temps, d'être protégé par ce qu'elles avaient subi contre tout retour du pire. Et j'ai dit, il faut sortir de là. D'où le juif imaginaire. Ma thèse, c'est que un descendant de victime n'est pas une victime. Nous sommes tous autres par rapport aux martyrs. Et c'est le juif imaginaire, et non pas le juif victimaire, qui dit aujourd'hui
aux esclaves imaginaires et aux indigènes imaginaires qu'ils doivent faire le même travail sur eux. Certes, toutes ces mémoires ont de l'importance, mais la mémoire, c'est quoi? Elle naît de la distance entre les suppliciés dont nous sommes issus et nous-mêmes. Elle est la culture de cette distance. Elle ne doit pas se transformer en hystérie, en identification à bon compte. Donc voilà, il me semble que le juif imaginaire a le droit de dire ça sans être tout de suite taxé de racisme et de négrophobie. D'accord, on va passer à des choses, on va dire... Il y a la deuxième chose, il y a un deuxième point. Contemporaine, mais quand même, il y a un point sur lequel, parce que vous êtes quand même conscient qu'il y a... Vous dites que vous critiquer un peu tous les assistanats, mais vous êtes quand même conscient que c'est au minimum maladroit dans une critique globale de la visite de Dieudonné, donc des Antilles, de le faire. C'est-à-dire que si vous aviez écrit un article dans lequel vous critiquiez l'assistanat, comme on le fait pour les chômeurs et d'autres catégories, vous auriez été plus légitimé à le faire, mais vous êtes quand même conscient que, même si sur le fond on peut être d'accord, c'est quand même maladroit de le faire dans le contexte dans lequel vous l'avez fait. Admettons qu'il y ait eu maladresse. Je ne peux pas discuter point à point. Admettons qu'il y ait eu maladresse. Admettons. C'était, je veux dire, c'était face à la violence de certaines attitudes. Hein, et notamment dans le rapport à la France. Mais admettons que c'était... Ce qui était maladroit peut-être, c'est en effet de vouloir dire plusieurs choses en même temps. C'est professeur de philosophie qui souvent me rappelle une phrase d'Aristote que je n'ai pas lue dans Aristote, mais qu'elle me dit « qui ne dit pas une chose ne dit rien ». Peut-être effectivement, j'ai voulu dire plusieurs choses à la fois, et ce faisant, je ne me suis pas fait comprendre. Mais de la maladresse, on n'a pas le droit de conclure au racisme. On n'a pas le droit de faire un procès aussi violent. Il n'y a pas d'accusation plus terrible que celle-là. Alors, c'est un terme qui doit au minimum être manié avec précaution. Mais la deuxième raison, c'est quoi? C'est ce que j'ai dit sur l'équipe de France. Et ça, on y reviendra. Oui, mais je peux peut-être le dire. Allez-y. Non, parce qu'il y a eu les Antilles. Mais encore une fois, l'humoriste Dieudonné n'a pas été désavoué. Le scandale, c'est pas que Finkielkraut ait dit ceci ou cela. Le scandale, c'est que l'antisémitisme soit aussi populaire là où il n'y a aucun contentieux métaphysique ou territorial avec les Juifs. C'est ça le scandale. C'est ça. Le scandale, c'est qu'un homme qui peut dire que les Juifs sont des négriers reconvertis dans la banque, dans le spectacle et dans le terrorisme, soit traité comme un héros à la Martinique et à la Guadeloupe. Ça, c'est un scandale absolu. Pour revenir à ce sujet, c'est peut-être une des difficultés avec Dieudonné, c'est qu'il y a ce qu'il peut dire dans les médias. D'ailleurs, je pense que les propos dont vous parlez, il y a eu une décision judiciaire, et le cadre de son spectacle. Parce que quand on vous écoute, on a l'impression qu'il aurait tenu les propos que vous lui reprochez dans le cadre de son spectacle. Mais dans son spectacle, il disait mes excuses, il entrait sur la scène à moitié couché en disant « Oh, peuple élu, mes excuses ». Il avait forgé un ennemi qui s'appelle Goldnackraut, c'est-à-dire un mot valise fait de Goldnadel, un avocat juif avec lequel je suis en conflit sur énormément de choses et à qui je reproche notamment d'avoir défendu Oriana Fallaci, et moi. Et ça, aux Antilles. Goldnackraut applaudit aux Antilles. Imaginez quand même que c'est un peu surprenant. Non. Aujourd'hui, la question juive, je n'en sais rien, mais la question juive chez Dieudonné est obsessionnelle. Et elle devient obsessionnelle quand elle devient idéologique. Il y a des gens qui n'aiment pas les juifs. Bon. Il y a des gens, il y a une espèce de préjugés. J'ai pas envie que ma fille ou que mon fils épouse un juif ou une juive. Ça existe. Mais il y a des gens qui structurent leur vision du monde autour de ça, qui disent, moi je vais tout vous expliquer. Et pourquoi il va vers Le Pen? Parce que même en France, le CRIF mène la danse. Pour lui, les juifs, les sionistes, si vous voulez, sont les manipulateurs de l'histoire, les tireurs de ficelle de la politique de Bush et de la politique française, et il donne comme exemple le dîner du CRIF, parce qu'au dîner du CRIF, on voit le gouvernement français qui dit-il, fait allégeance. Donc un type donc pour Dieudonné, il n'est pas antisémite entre autres. Je dis, on peut être antisémite entre autres. Je crois qu'il y a aussi des degrés dans l'antisémitisme.
Il n'est pas antisémite entre autres, il est exclusivement antisémite parce que c'est ainsi que se structure sa vision du monde. Et ce type-là fait un énorme succès aux Antilles. Le scandale est là. Mais la deuxième raison, c'est que j'ai parlé de l'équipe de France. Oui, j'ai parlé dans un entretien qui était un traquenard, je l'ai dit. Alors, oui, mais justement, avant de revenir, parce que vous avez dit que certaines traductions n'ont pas toujours été exactes, alors est-ce que vous pouvez déjà nous dire ce que vous avez voulu dire, et ensuite... Alors, écoutez, ce que vous avez dit, pardon, et comment... D'abord, je donne un entretien dans un journal israélien. En général, on vous donne l'entretien à lire, et il y a des choses qu'on dit comme ça, et il y a des choses qu'on veut publier. C'était une blague, c'était une plaisanterie, ce n'était rien d'autre qu'une plaisanterie, mais cette plaisanterie n'avait pas sa place dans un article. Donc, bien entendu, elle aurait disparu. Et je voudrais vous rappeler que les systèmes de pensée totalitaire, ce sont ceux qui ne font pas droit à la plaisanterie. 2 romans de la deuxième moitié du XXe siècle nous le rappellent, La plaisanterie de Kundera et La tâche de Philippe Roth. Et moi, je suis malheureusement le héros involontaire d'un roman coécrit par Kundera et par Philippe Roth. Parce que qu'est-ce que je disais ? Je disais, il y a un problème en France, et qui est grave. Pourquoi ? Parce que la révolte suscitée aujourd'hui auprès de certains jeunes issus de l'immigration par la France ne peut pas simplement se traduire s'interpréter comme une révolte contre la discrimination ou comme une révolte contre les promesses non tenues de la République. La preuve, l'équipe de France. C'est pas une équipe de France, si vous voulez, arc-boutée sur sa blanchitude, qui a été sifflée au Parc des Princes, ou au Stade de France, pardon. C'est l'équipe de France Black Bomber. Et je voudrais vous rappeler que le match a été interrompu, et que Thierry Henry, dans les vestiaires, a eu cette phrase extraordinaire, la France menait 4-1. 4-1, c'est pas mal pour un match joué à l'extérieur. Une phrase d'une profondeur extraordinaire. Et j'ai dit, pour tous les obsédés de la diversité, oui, cette équipe de France, aujourd'hui, elle n'est même pas Black Blamber. Elle est Black, Black, Black. Et j'ai pas dit, elle fait la risée de toute l'Europe. Elle dit, ça surprend et ça fait sourire l'Europe. Bon. Cette surprise existe partout en Europe. Il faut le savoir. C'est une surprise, parce que ce n'est pas vrai des autres pays européens. Et imaginez-vous un Polonais et un Tchèque, pour eux, c'est tout à fait exotique, c'est désorientant. Et alors ils se disent, oui, mais il est vrai que la France a une autre histoire, qui est une histoire coloniale, et c'est un effet de cette histoire. Bien. Deuxièmement, j'ai dit, alors à ce moment-là, oui, c'est intéressant parce que j'ai dit, je me suis expliqué dans Le Monde. Or, même Le Monde, qui avait publié des extraits de cet entretien pour me nuire, a fait comme si mes explications n'existaient pas, et donc Lignan Thuram, au moment de la Coupe du Monde, est interviewé. Et on lui dit, qu'est-ce que vous pensez de la déclaration d'Alain Finkielkraut ? Alors Lignan Thuram dit, c'est pas bien, je croyais que c'était un penseur, c'est vraiment pas bien. Et, disait-il, et on disait pas ça avant, quand il y avait des joueurs d'origine polonaise. Mais, précisément, j'avais dit, que cette phrase n'aurait dû, que cette plaisanterie, cette petite plaisanterie, ne devait pas figurer dans l'article, mais surtout qu'elle était un écho au sourire de mon père, qui, dans les années 50, quand on donnait la composition de l'équipe de France, et qu'il attendait Ujlaki, Tchisovsky, etc., disait, mais où sont les Français dans cette équipe de France ? Mon père était français, naturalisé. Moi aussi, j'étais naturalisé à l'âge d'1 an. Mais il voulait dire où sont les Français de souche. Et ça le faisait sourire. Et j'ai dit, c'est un écho à ce sourire. Or, mon père est d'origine polonaise. Et c'est un écho à ce sourire. Alors, cet écho, je comprends bien qu'au début, les gens se soient dit, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Mais avec ces explications, je pense qu'il n'y avait plus de raison de m'en vouloir. Or, on a continué à m'en vouloir. Et pourquoi ? Parce que c'est étonnant. Vous avez un type, vous dites, mais finalement, il est raciste. Et puis, il arrive, il montre que ce n'est pas vrai. Vous devriez être plutôt... Les gens devraient être plutôt contents. Mais c'est pas vrai. On a l'impression qu'on a besoin du raciste que je suis. Et on en a eu besoin au moment de la création du CRAN. Le CRAN a été créé quelques jours après la parution de ce maudit entretien ou de ces maudits extraits dans Le Monde. Et ça, c'était, si vous voulez, j'étais le ciment. Alors, contre la France white, 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 a dit Stéphane Poquelin. Mais si, ça veut dire que pour faire l'unité, eh bien,
se choisit un bouc émissaire. Il y a une phrase d'Éluard qui est fascinante et très inquiétante. Ô vous qui êtes mes frères, parce que j'ai des ennemis. Eh bien, cette phrase, elle peut être, si vous voulez, si on la déploie tout entière, elle peut vouloir dire ceci. Ô vous qui êtes mon ennemi, pour que j'ai des frères. Donc, moi, l'ennemi, je constitue face à moi une fraternité. Et les Noirs ont besoin de cette fraternité parce que leurs sensibilités sont différentes, leurs intérêts sont divergents. C'est pas la même chose d'être antillais, c'est pas la même chose d'être africain. Les sans-papiers ou les cartes de séjour, c'est évidemment du côté des Africains. Les Antillais sont français, ils appartiennent souvent à la fonction publique. Et tout d'un coup, toutes ces divergences, tout ça disparaît complètement. On se crée un passé mythique d'esclave et un ennemi présent, moi. Alors on ne me lâche plus. Quelles que soient mes explications, il faut que je sois négrophobe. Si on est vraiment antiraciste et que quelqu'un vous dit « je n'ai rien, mais vraiment rien contre les Noirs, et je suis un admirateur d'Aimé Césaire et de tas d'autres choses », on devrait plutôt dire bah, « tant mieux, le malentendu est levé, passons à autre chose ».